qu'il y a dans cette région, ce grand territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté au sens large, et de nous mettre en visibilité un petit peu les actions qui sont aujourd'hui en place. Donc, je vous laisse déjà une première présentation, je vous laisse vous présenter rapidement. On vous remercie. Ouais. Merci. Bonjour, donc, je suis Souadaï Tagadir, je suis la responsable de la médiation numérique. Pardon. C'est bon. Non? Mon micro? Je recommence. Souadaï Tagadir, responsable de la médiation numérique et de la formation numérique au sein de la direction du numérique en Dijon Métropole. Je suis Xavier Lenoir, je suis le directeur du numérique de Dijon. Il y a une petite particularité pour que le monde connaisse, je pense, c'est qu'en tant que métropole, on s'occupe aussi de toutes les villes, de la plupart des villes de l'agglomération. On est aussi la direction du numérique pour 18 villes de la métropole. Moi, c'est Brian Babouzo, donc je suis data analyst développeur IA au sein de la direction du numérique à Dijon Métropole dans le service data. Je participe à la mise en place de pas mal de projets qui impliquent le traitement de données et la mise en place de stratégies. Je suis professeur à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Je suis sur un site délocalisé sur le site du Creusot. Donc ici, je représente le pôle interdisciplinaire intelligence artificielle. Et je participe également à CARE, puisque sous l'égide de Christophe et Magali Savio, je déploie avec mes collègues sur le site Creusotin les formations CARE à l'échelle de l'unité du Creusot. Sylvain Dassard, je suis chef du service data, IA et usage numérique au sein de la délégation à la transformation numérique et région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous, Luc Le Tourelle, je suis responsable données donc, au sein du service de Sylvain à la région Bourgogne-Franche-Comté et je suis là en tant qu'intervenant pour le projet Data BSC Territoire intelligent et durable qui est un projet France 2030. Donc, on évoquera la manière dont les données sont au service des usages et notamment de l'utilisation des services publics. Merci. Une première question peut-être pour Sylvain Dassard et Xavier Lenoir pour donner peut-être une première vision sur les stratégies IA, l'utilisation de l'IA sur le territoire et dans les collectivités en particulier. Comment ça se met en place? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre et où est-ce que vous en êtes? Alors, oui. Oui, deux choses. Où on en est dans notre stratégie. On a commencé une démarche de réflexion autour d'une stratégie régionale autour de la donnée et de l'intelligence artificielle. On a commencé nos premiers travaux peut-être alors, sur la donnée, ça fait plus longtemps, mais sur l'IA en 2024, avec une première phase qui a surtout touché sur la partie interne, et puis on l'étend aujourd'hui à une vision plus globale au niveau du territoire bourguignon-franc-comtois. Rapidement, on pourrait dire qu'elle est organisée autour de trois niveaux. La transformation interne de notre administration, une réflexion sur l'impact de l'IA sur nos moyens d'action, sur nos politiques régionales, et puis un troisième niveau qui est celui de l'animation et de l'accompagnement du déploiement de l'IA sur le territoire de la région. Et puis on réfléchit donc sur ces trois niveaux à trois verticales qui sont celles de l'accompagnement, de la culturation, de la formation. Ça, c'est les premières dimensions. L'autre, c'est celui de la capacité qu'on a à tester des systèmes d'IA, donc plutôt l'expérimentation, et puis après le transfert sur une plus d'industrialisation et de mise en production de ces systèmes. Et puis tout ça, évidemment, c'est aussi avec une brique de gouvernance, d'observation, de mesure des impacts, qui est en interne, qui est portée plus par
notre délégation à la modernisation qui est plutôt sur ces sujets-là. Voilà. Et puis sur les principes, puisque vous interrogez, c'est effectivement déjà une vision collective. On pilote ces chantiers avec différents partenaires. On a invité l'État, on invite le Césaire, on invite l'ARNIA qui est ici aujourd'hui pour essayer d'avoir une vision transversale. Et puis sur les principes, ceux qui ont été largement relégués aujourd'hui, on a interrogé l'écosystème, on a organisé des ateliers, on a diffusé des questionnaires auxquels on a eu pas mal de réponses. Donc on voit qu'on a effectivement une question de principe autour de l'éthique, de la souveraineté, de la transparence. Et on voit aussi qu'on a des attentes un peu différentes entre les acteurs publics qui attendent un cadre clair, simple d'usage de l'IA, des moyens mutualisés, et peut-être aussi également des façons de voir comment on peut le déployer, et puis les acteurs académiques et économiques qui sont plus aussi en attente de soutien au déploiement de l'innovation, et peut-être avec des alertes sur ne pas construire à nouveau des strates compliquées de déploiement du lien. Donc nous, notre position, c'est effectivement d'arriver à construire une vision partagée, équilibrée de cette action-là. C'est ce qu'on va faire dans notre stratégie régionale, qui est prévue pour être présentée aux élus à l'automne, on va dire, 2026, qui concernera notamment une charte éthique. Ça ressemble dans la métropole avec quelques petites particularités. Comme tout le monde, nous, on développe l'IA à peu près dans les mêmes zones, dans les mêmes 24 à peu près. On avait jusqu'à présent plutôt développé une stratégie très data. Puis on a été évidemment bousculé par l'arrivée de l'IA et puis la sortie de modèles, la sortie de channel. On a eu la chance d'avoir une direction générale qui s'est assez vite emparée du sujet, qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour ces nouvelles technologies et leur mise en pratique dans le service public, dans l'action publique. Et on a commencé à mettre en place, assez rapidement en vérité, une stratégie comme ça, à 3 niveaux, qui ressemble un peu à ce que vous avez exposé. Un niveau où on travaille, déploie de l'IA générique, de l'IA généraliste. Donc c'est l'idée d'avoir pour chaque agent sur son bureau, sur son poste de travail, un assistant IA avec lequel on peut travailler travailler plus vite pour toutes les tâches, simples et élémentaires de la vie de tous les jours. Mais des tâches qui aujourd'hui consomment, pompent une énergie considérable et on traite rarement, parce que jamais, de manière efficace. Donc, c'est synthèse documentaire, production de documents, analyse de texte, ce genre de choses. Ça n'a l'air de rien, mais on pense que c'est une voie de développement sur laquelle on a beaucoup de rien à faire. Deuxième axe de réflexion, donc là on est plutôt sur des IA généralistes. Deuxième axe de réflexion, c'est plutôt l'IA métier. Donc l'IA métier, et on a commencé à en déployer, ou sur quelques exemples, c'est plutôt du l'IA sur mesure. Ce n'est pas l'IA générative, c'est plutôt de l'IA qui permet le petit learning, on entraîne et on prépare des modèles, on prépare et on entraîne des modèles pour traiter des cas métiers très verticalisés, très précis. Et là, il faut bien le dire, c'est pas très curieux, mais il faut bien le dire, on travaille un peu sur opportunité, c'est-à-dire si là on détecte nous des zones de différence potentielle, on a aussi un sponsoring suffisamment fort, donc les agents métiers qui sont prêts à miser, à déployer, à faire l'effort pour arriver au résultat. Mais on a déjà des choses en production dont les résultats nous sont quand même assez satisfaisants. Bon, puis le troisième axe, il est encore un peu pour revenir sur celui-ci, on a ce stratégique, c'est le plus stratégique, pour nous aider à faire des choses qu'on cherche à faire depuis bien trop longtemps, et qui sont, des choses qui sont une meilleure compréhension, une meilleure modélisation et une meilleure prédiction de l'évolution et de l'éducation. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est d'arriver à faire tourner les modèles, à mettre en pratique surtout des processus, des méthodes de travail qui incluent ce type de technologie IA pour mieux, en un mot simple, mieux organiser, mieux définir et organiser le territoire. Donc, on fait une troisième minute de trame. Quelles sont les attentes qu'on peut espérer? Elle commence à redessiner
le fonctionnement, l'usage, la consommation, on pourrait même dire, du territoire. Idem lorsqu'on décide d'urbaniser telle ou telle zone. Idem lorsqu'on veut anticiper la façon dont l'évolution démographique du territoire se déroule. Et bien sûr, sans parler des autres questions qui sont celles des enjeux climatiques, par exemple, ou de la pression sur l'énergie, et on ne met pas une question de temps. Voilà à peu près ces trois axes qu'on essaie de déployer. Et on essaie quand même, je vais pas trouver, pardonnez-moi, je fais le tour, et puis quand je n'arrive pas, comme d'habitude, on essaie de déployer cette stratégie IA, pas enfermée dans notre tour d'ivoire. Donc on essaie de s'ouvrir au maximum, vous l'avez dit, hein, un écosystème de partenaires qu'on peut trouver en Bourgogne, et même au-delà. C'est un domaine quand même très passionnant, mais on pense que la maturité n'est pas faite. Donc il y a beaucoup à expérimenter, beaucoup à essayer, beaucoup à se tromper aussi, pour arriver à engager une nouvelle. Globalement, pour dire simplement une banalité, les acteurs de demain, les acteurs d'aujourd'hui sont probablement tous ceux de demain. Voilà. Et il y a une chose aussi qui me paraît, peut-être que je pourrais parler d'une question de gouvernance, mais c'était peut-être une question ultérieure, vous voulez que j'enchaîne? On peut enchaîner. Oui, puisqu'elle a été évoquée par. C'est après, on n'en parle plus. Juste avant de parler de gouvernance, je vais dire aussi, vous l'avez dit, je pense que c'est très important. C'est quand même une technologie coûteuse, c'est une technologie qui demande de l'énergie, on ne sait pas très bien où on va, je viens de vous le dire. Je pense qu'on a tout intérêt, on doit l'échelle d'un territoire comme celui de la Bourgogne, la Bourgogne-Franche-Comté, à travailler ensemble, hein, et pas à dupliquer les systèmes les uns à côté des autres, avoir chacun son data center qui calcule ceci ou cela, chacun son service qui organise tel machin, tel truc, chacun qui traite à sa façon avec ses partenaires propres tel ou tel usage. Je pense que dans bien des cas, il n'y a pas les mêmes périmètres d'action les uns les autres, mais on peut se retrouver dans bien des cas sur des partages de modèles, ou du partage d'expérience simplement, de la mise en commun de moyens techniques aussi et technologiques. Et je crois qu'on aurait beaucoup à gagner. Voilà. Donc, comme je n'ai plus la parole après, je dis un mot de la gouvernance pour ne pas donner l'impression qu'on n'a pas sur le métropole. Je l'ai dit, le sujet est très porté par notre direction générale. Donc, on a déjà animé 2 ou 3 séminaires sur le sujet IA à l'intention de la population locale, pour l'instant essentiellement à la région métropole, pour acculturer, comme on dit maintenant, pour faire monter en compétences, pour partager la connaissance sur le sujet, pour travailler aussi le cas d'usage avec les gens. Là, dans un cadre qui commence à se constituer à l'intérieur de la collectivité de façon un peu structurée, avec une direction générale, une direction métier, les DGA. Et à côté de ça, ça c'est un point, ça c'est, je dis parce qu'on peut le dire, hein, parce que c'est pas ni nouveau ni extraordinaire. L'autre chose importante aussi, c'est qu'on a monté assez récemment, finalement il y a moins de 2 ans, une instance qu'on appelle le comité métropolitain de la donnée, qui regroupe un certain nombre d'acteurs du territoire de tous horizons, enseignement supérieur, recherche, monde économique, monde associatif, représentants de la société civile, etc. L'Université de Bourgogne de nous présenter d'ailleurs, bien sûr, et qui réfléchit avec, qui est piloté par des gens de métropole, et qui réfléchit avec nous aux questions éthiques, questions de durabilité, aux questions éthiques, aux questions de traitement équitable, quand on introduit les nouvelles technologies. Voilà. Donc chaque fois qu'on fait, ils ne sont pas là pour nous tenir la main, hein, mais ils sont là quand même pour encadrer la réflexion et garantir que ces pratiques ne dérivent pas et qu'elles continuent à maintenir ce qu'on doit aussi faire, transparence et science. Voilà. Je quand même là-dessus, après je parle quand même un mot pour dire qu'on se pose beaucoup la question, je vois souvent arriver dans ces débats-là d'éthique, de souveraineté, etc. Je vois souvent, la souveraineté est vraiment un sujet, à mon avis, très fort, hein, et qui n'était pas vrai il y a quelques années. Maintenant, on est vraiment en train de travailler la question à différentes échelles, pas seulement pour les gars, bien sûr. Juste un petit mot en forme de boutade pour dire que souvent, on veut s'assurer que l'IA ne reproduise pas des biais humains, qu'on préférerait qu'elle les corrige. Merci. Donc, j'entends effectivement les notions éthiques qui sont importantes dans les collectivités avec l'intention à aussi encadrer les chartes et par ces instances-là qui ont pour aussi encadrer les usages. J'aimerais aussi vous entendre sur l'accompagnement que vous pouvez faire à la fois de vos agents peut-être et éventuellement des usagers au sens plus large dans l'appropriation de cet outil. Alors, j'entends que c'est aussi encore au démarrage, bien sûr. Alors, je ne suis pas là pour vous dire
dit que Claire est absolument formidable et le seul levier. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place au sens plus large à la région et à la métropole pour l'accompagnement à l'appropriation de ces outils? Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a dans notre réflexion plutôt interne, il y a une dimension verticale autour de tout ce qui concerne la formation et la culturation. Alors, on a mis en place des dispositifs de notre initiative autour de la culturation, alors des cafés IA, des webinaires, on va lancer des jeux sérieux IA, donc on est très intéressé par celui qui est en cours de préparation. Et puis, on a ensuite une dimension qui est plus formative. On a fait appel au CNFPT, on a fait c'est assez vite intéressé aussi au dispositif CARE. On a pu participer en septembre à une session de formation. Et puis là, on est en train de construire, je regarde Olivier, hein, qui est en train de construire Olivier Martin qui construit avec nos ressources humaines un parcours de formation IA dans lequel on va intégrer CARE comme une des briques de formation. Donc là, on est en train de construire ce parcours et puis intégrer la formation de formateurs pour qu'on puisse effectivement déployer cette formation au sein de la région. Un petit mot, parce que sur la gouvernance, il y a quand même un aspect, ça arrivera tôt ou tard sur la table, c'est la partie numérique responsable. Et on ne l'a pas cité. À chaque fois qu'on fait des questions autour de l'IA, c'est assez remarquable. Hein, les consultations qu'on a fait en interne ont d'une part remonté beaucoup d'attentes autour des outils d'IA, beaucoup d'irritants métiers qui n'étaient pas traités précédemment. Et donc, on a une vision de nos collègues autour de l'IA qui est assez comme un outil magique qui va venir régler tout ce que le déploiement du numérique, la digitalisation précédente n'a pas traité. Donc là, il y a déjà un premier aspect, et ça, on voit bien dans la formation CARE comment on peut toucher à ça, parce que l'anthropomorphisme avec cette IA. Et puis, il y a une autre chose qui est très notable, c'est le retrait de nos collègues sur la prudence très forte sur l'utilisation de ces outils, soit parce qu'on a chance mesurée dans l'outil, et puis aussi sur la partie consommation de ressources. Et donc, alors on n'avait pas forcément prévu comme ça, mais la démarche parallèle qu'on a menée au sein de la région autour d'une feuille de route du numérique responsable est très aidante par rapport à la réflexion qu'elle a lancée et aux actions qu'on mène autour du numérique responsable et donc de l'implication qu'il y a à gouverner l'IA avec ces éléments-là. Et ça fait partie des attentes qu'on a sur la formation, sur la culturation. Voilà. Ça, peut-être, voilà, métropole. Alors, concernant Dijon Métropole, si vous me permettez, je vais quand même faire un petit bilan par rapport à l'AG de juillet dernier, de juillet de l'année dernière, où je parlais sur le fait qu'on avait quand même une certaine dichotomie dans les profils des agents de Dijon Métropole, et il fallait démystifier au plus le fait que l'IA arrive sur les postes de travail et que ça engendrait quand même certaines craintes de la part des agents de Dijon Métropole. Aujourd'hui, en mars 2026, comme l'a dit M. Benoît, on a mis en place des outils qui ont permis et qui permettent actuellement d'aider l'agent dans ses tâches au quotidien, dans ses pratiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question qui se pose côté Dijon Métropole, ça n'est plus de se poser la question est-ce qu'on va vers l'acculturation de nos agents, mais plutôt comment est-ce qu'on va les accompagner. Et c'est là où les formations CARE vont être de mise
dans nos différentes étapes, c'est la formation, la montée en compétences, et puis surtout l'accompagnement. Il faut qu'on accompagne nos agents sur l'utilisation de l'IA à bon escient. J'entendais des collègues parler justement tout au long de la matinée, on parlait de la responsabilité, de comment on perçoit l'intelligence artificielle à travers les bonnes pratiques. Effectivement, de notre côté à nous, côté formation numérique, on le voit tous les jours. Donc, l'objectif de Dijon Métropole actuellement, c'est de faire monter en compétences nos collègues et agents, et puis de former déjà au niveau 1 de la formation terre. Merci. Juste pour rebondir un petit point par rapport à cette notion d'accompagnement, effectivement, c'est aussi pour ça que les formations cadres sont construites dans le numérique, pour avoir aussi cette partie en présentiel qui est très importante pour la montée en compétences, mais pas que, aussi pour rassurer, pour être en présence avec un formateur qui va aussi accompagner l'apprenant dans un outil et démystifier, répondre aussi à un certain nombre d'interrogations qu'un groupe ne va pas pouvoir, à lui seul, pouvoir répondre. Je peux aussi ajouter quelque chose, c'est qu'à Dijon Métropole, la particularité qu'on a, nous, c'est qu'on a une équipe de médiation numérique, formation numérique, où les médiateurs vont accompagner leurs collègues. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel au CNFPT ou même à d'autres structures qui vont pouvoir accompagner à ce déroulement de la formation de points. L'équipe de médiateurs ont été formés pour ensuite pouvoir accompagner les collègues de Dijon Métropole. Mais on pense quand même que c'est une super formation qui va nous prendre, ça c'est sûr. Juste un mot sur le responsable, on essaie, alors, bon, je pense que c'est pas Dijon quand même. C'est comme quand on explique aux gens qu'il ne faut pas imprimer, parce que ça. C'est pas pour la planète, on n'a pas de gros succès et je n'ai pas l'impression que ça diminue drastiquement le nombre de l'impression. Mais néanmoins, on essaie, quand on fait, notamment sur le dire, je parlais tout à l'heure, métier, un peu verticalité, on essaie de faire un calcul de rentabilité écologique, si je puis dire. C'est-à-dire, voilà à peu près ce que coûte le modèle quand il tourne, voilà ce que ça coûterait si on faisait la même chose sans IA. Et en général, on est pas mal quand même. Il faut tout compter, quoi. Le mec qui se déplace, qui prend sa voiture, qui fait le tour de la planète, qui coûterait des arbres, une passage qui est bon, par exemple, et c'est pas bien tout. Mais on essaie de le faire. Merci. Connecté maintenant, Fabrice, justement, pour faire le lien avec la personne comme information, mais pas que, avec le pôle IA de Avant de répondre, je vais simplement présenter le pôle pour que les gens aient des connaissances du pôle. Donc, ce pôle il a été créé sous l'impulsion de Cédric de Monceau. Il y a maintenant, ça fait 8 mois que pour l'église, on a commencé à travailler à cette structuration du pôle parce que la présidence s'était aperçue que finalement, on faisait beaucoup d'IA à l'université de Bourgogne, mais c'était localisé vraiment dans différents laboratoires. Et donc, il fallait d'abord, se regrouper pour voir les forces en présence, pour potentiellement pouvoir répondre à des appels lancés par l'État. Donc, on n'était pas assez gros pour pouvoir y répondre. L'idée, c'était déjà de voir les forces en présence. Une fois qu'on a vu les forces en présence, on fait le bilan. Et on s'est structuré autour de. On a 4 axes thématiques, alors qui sont les axes qui ressemblent, qui sont connus avec des nouvelles graduate schools de l'Université pour l'Europe. Alors, on a un premier axe qui est sur les smart conditions, les conditions intelligentes. Donc, ça va reprendre ce qui se fait au niveau de Dijon Métropole, les nouvelles smart cities, le BIM. Le deuxième qui est plus sur la santé ONS, mais la santé au sens santé des territoires, santé écologique et santé patient. On travaille beaucoup avec les secteurs du CHU. Un troisième axe qui est un axe sociétal, donc là, qui est vraiment porté par les collègues SHS, donc l'IA et le travail, comment est perçu justement l'IA dans le travail. On voit tous les jours, démystifier l'IA c'est bien, mais enseigner face à un public étudiant en même temps qu'il y a l'IA qui répond à peu près à tout pour des étudiants de la plus 1, la plus 2, c'est comment s'approprier et puis amener des réflexions au sens humanité, on va dire, de l'IA.
Et puis un groupe qui reprend plutôt des fondements méthodaux, parce qu'on est avant tout l'enseignant-chercheur. Et donc là, l'idée, on a un gros axe sur, ça peut être l'IA plus grave, l'IA, pardon, l'IA embarquée, des réflexions autour de l'IA, le laboratoire de maths a bossé plus sur les concepts de l'optimisation pour les nouvelles IA, etc. Et avec des applications à la fois dans le laboratoire de physique et de chimie. On déploie aussi, alors on avait vraiment beaucoup de machine learning, mais maintenant on fait beaucoup d'IA dans ces laboratoires. Donc l'idée, c'était de faire ça. Et le but de ces 4 axes, c'est d'animer la communauté. C'est à peu près tous les mois et demi, un des axes va porter une journée scientifique avec des orateurs prestigieux qui viennent de droite et de gauche, essentiellement des extérieurs. On a eu quelques universités qui sont venues visiter l'université de Bourgogne-Europe pour arriver à nous présenter ce qu'ils faisaient. Et puis derrière, ça nous permet aussi d'amener les jeunes à présenter ce qu'ils font en recherche. Alors ça, c'était la partie, on va dire, structuration recherche, animation de la communauté scientifique. On a un pendant aussi, quand on parle de mutualisation, dans le pôle de gouvernance du pôle, on a des gens qui sont du data center, puisqu'on s'est aperçu aussi que l'échelle de l'université, chacun commandait son GPU. Finalement, si on arrive à centraliser les demandes, on arrive à avoir des machines un peu plus performantes, et puis l'idée de dupliquer quand il y a pas besoin. Donc là, on a déjà mutualise les besoins. Et puis, comme vous l'avez dit, on a aussi fait le pan de se dire il y a IA recherche et puis IA enseignement. Donc, on a profité du projet CARE pour développer, comme l'a signalé Cédric Clemenceau, l'équivalent du projet CARE, mais non pas qui, pour l'Université de Bourgogne-Europe, était centralisé sur les IUD. C'est Christophe Rose qui fait ça pour les idées. Et l'idée, de son impulsion de Sandrine Rousseau, notre VP, à la formation, et Pierre Bordet, qui est directeur adjoint du pôle sur la formation, c'était de déployer ceci à tous nos étudiants de L2, c'est-à-dire que finalement, le module CARE est déployé à tous les étudiants de l'Université de Bourgogne-Europe au niveau L2. Donc c'est pour ça qu'on est passé au niveau formation de formateurs un peu en accéléré. Et puis en parallèle, via ce projet qui s'appelle Academia, on fait une démystification de l'IA, une récupération de l'IA. Tous les étudiants de L1 via une conférence qu'on anime avec Christophe Cruz et Pierre Morlaix. Donc tous nos étudiants de L1 ont un séminaire autour de l'IA, en partant de l'arrivée de ChatGPT, qu'est-ce que c'est une machine learning, toutes les épistémologies autour de l'IA. Donc on s'en sert au niveau des formations. Et dernier chantier qu'on est en train de mener en cours, c'est l'IA va tellement vite, à la fois au niveau, regarde, des gens utilisent de l'IA générative, mais nous, au niveau recherche, on a un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire des architectures, transformers, etc., on essaie de les coder. Et ça va tellement vite qu'on essaye aussi de mutualiser ce qu'on va déployer au niveau enseignement. Ça ne sert à rien de refaire 10 fois ce qu'on fait dans 10 formations qui enseignent le machine learning de l'IA. Donc on essaye un petit peu de mutualiser ça pour arriver à avoir un gain de temps et un gain d'énergie et se tenir un petit peu au niveau des data. Donc voilà. Merci. Merci. Et sur les notions de numérique responsable qui ont été évoquées aussi par le panel plus tôt, est-ce que vous pourriez réagir peut-être Le numérique responsable, alors déjà, ce que je disais, il y a la responsabilité au sein déjà de la mutualisation. On passe par le data center qui regroupe, ce que ça signale, ça regroupe tout ce niveau de région, le réseau centre, à la fois la forme de graphe, l'enseignement des Antilles et faire des jeunesses qui vont être mis sur un seul endroit, ça rationalise. Nous, dans nos achats, on essaie de rationaliser, donc il y a ça. Et après, il y a tous les débats sur ces aspects-là, et qui sont donnés sur l'axe plutôt recherche, au sens de l'IA de la société, sur l'axe sociétal. Merci. On va passer aux présentations des cas d'usage qui vont nous permettre de voir un petit peu plus. Oui, tu veux réagir, vas-y. Je vais aussi rajouter un autre élément, puisque je n'en ai pas parlé suite à ta question. Il faut savoir qu'il y a des journées métropoles, donc on va déployer le niveau 1 à partir du mois de la fin mars, avec 2 services pilotes, dont la direction du numérique, mes collègues, ainsi que le service énergie. Et courant avril, les formations CARE niveau 1 seront déployées donc, à tous les agents sur la base du volontariat et en lien avec le service formation de la DRH. Donc, comme l'a dit Xavier Lenoir, les formations CARE sont vraiment portées par la direction générale et la direction du numérique, elle est en front line. Et merci pour justement cette mise à jour du planning aussi la carte qui évidemment nous fait bien plaisir de voir
ça fonctionne bien et on sera aussi bien sûr preneur de vos retours pour construire la suite. Donc nous avons Brillant ici et Philippe qui nous présenteront un petit peu les cas d'usage appliqués au territoire et comment l'IA et les données sont plus concrètement mis en œuvre dans vos collectivités. Merci. Du coup, je vais directement commencer dans le vif du sujet. Donc, nous, à Dijon Métropole, donc j'ai intégré le service directement en termes de projet, donc sur un projet appelé projet Response, où on stocke énormément de données, donc j'ai appelé ça un entrepôt de données, Data Hub. Et notre but dans ce premier cadre, c'était de centraliser toute la donnée concernant la transition énergétique dans l'avenir. Le but, c'est de centraliser tout ce qui concerne les données de qualité de l'air, les données de température, les données de consommation énergétique, et tout cet ensemble, donc de pouvoir les mutualiser et les réexposer sous un certain cadre. Alors, ce qui est observable, donc là où je veux en venir, c'est qu'on commence à observer que les différents acteurs qui, dans un premier temps, nous fournissent ces données un peu de manière archaïque, commencent à évoluer. On peut mettre en place ce qu'on appelle des pipelines. C'est un qui a été exposé tout à l'heure pendant la présentation. Donc, des automatisations de processus qui permettent de traiter, collecter et transmettre la donnée sous certaines formes, donc par des fichiers, on va par autre système, et que nous, on centralise. Donc, différents fournisseurs commencent à monter en compétence de ce côté-là et qui nous permettent à nous, après, de commencer à avoir ce qui est faisable en termes d'IA, donc mettre en place ce qu'on appelle par des indicateurs permettant de les décider. À côté de ça, donc, ce qu'expliquait Xavier un peu plus tôt, on travaille sur des projets un petit peu plus internes, donc sur les services, où on observe, par exemple, pour cette année 2028, d'ici la fin de l'année, on a une loi qui apparaît sous le nom de la loi LOM, donc L, loi ou orientation et M, mobilité, l'orientation mobilité, qui vise donc à supprimer toutes les places de stationnement qui sont situées à moins de 5 mètres d'un passage piéton dans un but de sécurité. Et l'objectif ici, c'était de mettre en place une méthode pour pouvoir les identifier, les places à supprimer, d'ici en 2026 et de pouvoir les enlever. On a eu cette stratégie de pouvoir essayer une détection par IA parce que, comme disait Xavier, une stratégie qui nous permet un peu de gagner du temps et pas forcément de laisser les agents parcourir tout ce genre de processus pour pouvoir les identifier et les faire manuellement. Donc, en termes d'IA, nous avons travaillé en partenariat avec la société d'Orbia qui nous a permis, avec de nos données, on parle d'orthophoto du territoire, de toute la métropole, précise environ 5 cm au sol, pour y appliquer une détection IA qui nous permet dans un premier temps de recenser tout l'ensemble des places de stationnement qui se trouvent sur le territoire de la métropole. Pour donner quelques chiffres, on arrive à environ 6500 places de stationnement, places de passage piéton sur le territoire. À partir duquel on ajoute quelques surcouches et quelques traitements de deep learning, donc un modèle d'intelligence artificielle qui nous permet donc de partir de ce passage piéton et de déterminer si à sa portée on a 5 mètres de sécurité de passage quelques places de stationnement qu'on pourrait éventuellement supprimer. Donc, de cette analyse, on ressort sur tout l'ensemble du territoire environ 460 000 places qui sont à supprimer. Alors, on parle ici de l'ensemble du territoire, pas uniquement du centre-ville, donc des cas de figure qui peuvent être exclus, qui seraient peut-être du secteur privé ou ce genre de choses. Donc, ça nous permet aussi, en conclusion, de sortir aussi des analyses qui nous indiquent l'impact carbone que ça implique de faire ce genre de modèle. Ça permet un peu d'avoir une vision un peu plus économique de la thématique, où pour ce modèle-là, on ressort environ 21 grammes de carbone CO2. Pour vous donner une idée de comparaison, ça représente environ 100 km en voiture, ou en centaine de kilos de baguettes, on va dire ça comme ça. Alors, si ça peut vous donner voilà, ça permet certainement de gagner beaucoup plus de temps que pour une décision de faire en amont de déploiement des gens sur le terrain. Et attention, bien entendu, ça reste un modèle de décision, donc il faut toujours, comme on disait dans la
des centres stratégiques, surtout les thématiques incendiaires, comme les défense asiatique, pour pouvoir, bien entendu, comprendre que le modèle labo précis environ 96% de précision, ce qui veut dire qu'il détecte naturellement à peu près 96%. Ça seulement sur l'ensemble du territoire analysé. Il est potentiellement un pouvoir oublier quelques occurrences, on va avoir imaginé quelques-unes. Donc, il faut bien entendu avoir un utilisateur, de l'humain derrière, pour pouvoir après qualifier et manipuler tout ça. De l'autre côté, donc, ça servirait pour le service mobilité, pour pouvoir prendre des décisions d'ici en hiver avant 2026. Donc, ça, c'est des cas d'exemple pour des projets à long terme. Et je ne se dit pas ça, parce qu'en fait, on ressort aussi une montée en compétence de pas mal d'acteurs type logiciels, cette fois-ci, mais aussi certains outils en interne, qui eux-mêmes commencent à proposer de l'IA intégré pour ces mêmes détections. Alors, la précision, elle laisse peut-être encore à désirer, mais voilà, et cette remarque signifie que de l'autre côté, on essaye de garder cette course pour pouvoir avoir des moments de nos propres décisions, de nos propres stratégies. Et les différents acteurs qui nous permettent ces études, eux-mêmes tentent de nous apporter aussi cet appui stratégique pour pouvoir possiblement analyser de manière beaucoup plus simplifiée. Donc, des exemples, illustrer un peu de c'est une approche type LLM qui pousse à travailler pour mettre en place des IA pour de la génération, donc, du texte, du text-to-speech, ce genre de choses qui nous permettent d'avoir ici un chat en fait, modéré qui serait axé que sur des données et des sujets qui sont centrés en entreprise, donc, ce qui veut dire qu'on essaie d'enfermer le processus dans un seul et même sujet pour éviter un petit peu les égarements et se pose beaucoup de questions sur les diverses manières de l'appliquer sur quelle thématique. Donc notamment, on a déjà quelques-unes des expérimentations qui ont été menées et qui mènent à des conclusions qui sont plutôt positives. Ce sont des expérimentations qui simplifient les cas d'usage internes et qui sont peut-être encore sur des axes un peu plus métropolitains, voir comment on peut développer plus loin que le code de nos propres services et d'entreprise. Merci pour cette visibilité, justement, des expérimentations en cours et puis de nous illustrer aussi les cas d'usage possibles. Personnellement, la partie organisation et l'exemple de la monnaie, pas du tout pensé à ce type d'application, donc c'est toujours assez intuitif et puis ce travail réflexif aussi que vous menez, je pense que c'est assez intéressant de toujours avoir une question de l'usage et sur la pertinence de ces cas, donc effectivement c'est assez enrichissant. Je vais laisser la parole à Luc pour la partie données et l'usage des données à la région. Oui, donc moi, comme je vous l'ai dit en introduction, le volet IA, je vous en parlerai, mais il n'est pas encore développé. Mais nous, ce qu'on développe à travers le projet Data DLC TID, c'est toute la partie données et usage à des fins d'optimisation des services publics. Je vais dire deux mots peut-être de ce projet parce que vous ne le connaissez sûrement pas. Le projet Data DLC TID, c'est un projet dont la région est chef de file dans le cadre d'un consortium avec l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, l'ARNIA, et puis un partenaire industriel qui est MCT. Donc, c'est un projet financé dans le cadre de France 2030, donc pour 4 ans, jusqu'en 2027. L'idée, c'est de pouvoir créer, tester et déployer des services numériques innovants à travers la captation de données et le croisement de données. Donc, on déploie ce projet sur 7 collectivités expérimentatrices de pays de nouvelle agglomération ou Grand Plaine-Fort, donc qui sont des grandes agglomérations sur le territoire régional, à Châteauneuf, en Haute-Loire, 88 habitants. Et vous allez voir que ce qui est super intéressant, c'est que cette petite commune sur les problématiques de valorisation touristique, c'est un véritable laboratoire de recherche sur la pratique de données et sur la capacité à objectiver des phénomènes à des fins derrière d'actions concrètes, à la fois promotionnelles et pour la conservation du château de Châteauneuf.
Donc, juste petit rappel, hein, il y a un très beau château si vous voulez le visiter ou si vous ne le connaissez pas, allez-y. Sur les bords de la Cisse, près de Pouilly en Auxois. Ça, c'est pour la petite publicité, mais qui derrière va aider j'allais dire, à monitorer et à prédire complètement un certain nombre de phénomènes d'affluence ou j'allais dire, d'absence de population pour pouvoir niveler complètement l'affluence et la fréquentation. Donc, pour vous dire, on a comme thématique, on traite la valorisation du patrimoine touristique, il y a aussi la citadelle de Belfort, les problématiques de gestion de stationnement, les dépôts sauvages ou encore tout ce qui est gestion des déchets. Le sujet qui est très intéressant, c'est que sur le sujet de la donnée, c'est qu'on est, alors, non pas tout, mais je vais bien l'utiliser parce que je pense qu'on donne un peu corps, c'est le sujet de la souveraineté. On est complètement aujourd'hui souverain de la capacité de capter la donnée, de pouvoir la croiser dans le cadre d'une plateforme de services numérique qui est aussi souveraine et réplicable. Merci encore à l'ARNIA qui travaille sur ce sujet, et de pouvoir derrière permettre à toutes les collectivités, et c'est tout l'enjeu, de mettre en place des démarches de services et d'utiliser ces services la manière dont on va développer des tableaux de bord, développer des analyses. Et là, juste vous dire, quand on met en place des tableaux de bord, il n'y a pas forcément, j'allais dire, une valeur ajoutée énorme sur la capacité technologique que l'on utilise. Mais quand j'évoquais des problématiques de saturation ou derrière de phénomènes de surfréquentation, on commence à utiliser derrière de l'IA générative, notamment pour Châteauneuf-en-Auxois, quand on va commencer à croiser avec le volume de données, donc 2 ans derrière d'analyse et de captation de données, des données de météo, la logique et le positionnement d'événements qui peuvent être faits ou d'agenda. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir permettre à nos collègues au château d'identifier que, par exemple, les premiers dimanches gratuits qu'ils peuvent faire l'été, ce n'est pas forcément très bien de les positionner à telle ou telle période, que certains événements ont telle ou telle conséquence sur l'affluence, et donc derrière, la capacité de saturation du village fait que les services de restauration ou derrière même les habitants vont avoir des difficultés à pouvoir circuler. Et donc, notre capacité d'utiliser, puisque je fais le lien quand même avec l'IA, et notamment l'IAG, c'est de pouvoir commencer derrière à identifier la manière dont on va pouvoir croiser ce volume de données et en tirer un certain nombre de conséquences pour que derrière nos collègues, et on les accompagne dans une démarche de service, puissent identifier les leviers, parce que c'est ça en fait, c'est quels sont les services concrets qu'on va apporter à travers l'analyse des données, qui sont tarification modulable, communication différenciée, différenciation des horaires d'ouverture, le fait de pouvoir faire de la médiation avec la population ou d'aller voir les restaurateurs parce que derrière, on sait que telle position au tel moment où on fera l'événement avec telle météo et on peut l'anticiper, va faire en sorte qu'on va vider le village peut-être de manière prématurée et mettre en place une forte affluence à un autre moment. Donc voilà, c'est aussi des sujets d'anticipation qui font que la donnée est au cœur de ce sujet et la manière de la traiter, notamment maintenant demain à travers l'IAG, est un facteur véritablement déterminant pour nos collègues. J'ajouterai un dernier point, c'est que il y a une démarche de service très importante à mettre en œuvre et que nous, au départ, on s'est tourné, lorsqu'on est allé voir les collectivités expérimentatrices, je les cite, c'est Louan, Lure, Grand Belfort, Périgueux-Montbéliard Agglomération, Joigny ou encore Châteauneuf. Je ne parle pas de Châteauneuf parce que là c'était particulier, mais on s'est adressé au départ au DSI, aux directions du numérique, et aujourd'hui, en fait, on ne travaille plus avec elles, on travaille directement avec les services métiers parce que c'est eux qui sont véritablement le public concerné par cette démarche. Oui, alors je ne sais pas si voilà, la parole sur le sujet de la confiance et de la transparence, c'est ce qu'on a pu mettre en place, en tout cas à Lure. C'est vrai que ça touche aussi le sujet de la confiance aussi à travers l'IA. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de capteurs et de caméras au sein de nos territoires et de nos villes.
Et l'idée, c'est qu'on s'est appuyé, en tout cas, sur Health Places, qui est une association nord-américaine, donc qui est au Canada, pour mettre en place ce qu'on appelle DTPR, qui est la transparence des données dans l'espace public. La chose toute bête, hein, c'est de pouvoir associer le citoyen qui puisse comprendre pourquoi il y a un capteur, quelles données il capte, quel service ça produit, quelle donnée n'est pas captée, et qui puisse derrière être aussi acteur de cette démarche à travers des visuels, un QR code, et derrière notre capacité à pouvoir, de manière la plus pédagogique et didactique possible, démontrer le cycle de vie de la donnée, de sa collecte jusqu'à son service. Voilà ce que je veux dire sur le sujet. Oui, effectivement, c'est important. Et effectivement, on en parle aussi beaucoup dans nos formations, mais adapté à l'IA, mais on voit qu'effectivement, les applications sont très populaires, avec cette notion de confidentialité du droit de l'utilisateur à avoir un droit de regard sur les éléments qui concernent au plus haut point. Il y a autre chose qui est important, qui a été remarquable dans le projet que mène Luc, c'est aussi que ça touche la question de l'égalité d'accès à ces technologies-là. Je parle de tout petit village ou d'agglomération de villes moyennes, de petites villes. Et ça, c'est aussi important en termes d'IA, c'est comment on donne accès de façon égalitaire à ces technologies-là, et aussi à l'information et à l'accompagnement. On a le CNFP qui œuvre beaucoup, mais peut-être qu'il y a aussi, peut-être que tu me soufflais tout à l'heure avant, donc je te rends l'idée, mais elle est importante, c'est comment aussi on va peut-être permettre de donner la possibilité à des collectivités d'accéder à des formations comme CARE. Ce n'est pas simplement réservé à la métropole ou à la région, et comment, parce que tout le monde a besoin d'être formé et accompagné à l'IA, ça ne s'arrête pas aux grandes villes. Merci pour l'éclairage sur cette application, notamment dans le perspective des services publics aussi, mais c'est intéressant de voir un système d'application. On va prendre quelques questions. Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai deux questions à M. Lenoir, s'il vous plaît. Durant votre discours, vous avez parlé des accompagnements que vous êtes en train de faire pour quelques métiers, si j'ai bien compris, pour qu'ils passent de l'IA généraliste vers l'IA sur mesure. Je suis curieuse de savoir quels sont les métiers qui viennent le plus vers vous dans ce but-là. Et une deuxième question, vous avez aussi évacué, vous avez parlé, oui voilà, vous avez évoqué l'évaluation avant l'utilisation d'IA, le comparaison et après l'utilisation d'IA. Et je trouve que ça c'est vraiment très important et ça donne de la confiance à l'utilisateur et à tout le monde. Est-ce que vous pouvez me briefer un petit peu, peut-être un workflow sur lequel vous avez commencé à travailler dans ce but-là, si ce n'est pas extrait. Comment vous comptez faire les critères, peut-être assez Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu sur opportunité qu'on détecte, on va vers les métiers qui sont les plus demandeurs ou qui ont le plus d'appétence pour le sujet. Ce qui est intéressant, je vais lire un peu votre question, ce qui est intéressant, c'est souvent comme ça quand on est face à une technologie en réalité, c'est que les gens qui sont saisissent le premier ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Évidemment, il y a bien sûr, alors, pour répondre à votre question, on a naturellement des gens qui ont un peu de goût pour la chose numérique, on va dire, et qui ont, comme vous l'avez dit aussi, comme ça a été dit à cette table, un problème qui traîne depuis longtemps et avec lequel ils ont du mal, face auquel ils ont du mal à trouver des solutions. Donc c'est d'abord ces métiers-là qui vont vers nous. Par exemple, pour moi, ça fait des années, j'ai un nouveau sujet à traiter, je ne sais pas comment on en parler, est-ce que l'IA ou est-ce que vos technologies ne peuvent pas m'aider? Donc on a ce type de population qui vient vers nous parce que naturellement, ils ont un problème, un irritant, ils sont face à un mur et comme tout le monde, plus ou moins maintenant, entend parler de l'IA, ils disent bah, peut-être que l'IA, outil magique, ça va marcher. Et là, d'abord, une espèce de tri qui se fait. Et aujourd'hui, on est un peu sur une phase d'expérimentation. Donc, il n'y a pas vraiment un process d'arbitrage, c'est pas structuré pour dire plutôt lui d'abord et puis plutôt lui.
Ça se fait un peu en fonction de l'appétence du métier et de l'opportunité du cas d'usage et de notre capacité à faire. Puis, on a aussi, et ça c'est très intéressant, je trouve, je l'ai dit à l'instant, on a aussi des choses qui se déclenchent, parce qu'on a des gens qu'on n'attendait pas dans cette position-là, qu'on n'attendait pas dans ce rôle-là, mais qui se sont saisis avant les autres, et mieux, du sujet-là, qui commencent à le pratiquer, qui viennent vers nous ensuite pour nous demander de les aider à accélérer, à reproduire la bonne parole auprès de leurs collègues, ou à les outiller mieux. Et ça peut être vraiment des gens qui sont dans des positions inattendues. Ça peut être simple, c'est pas le terme qui convient. Je veux dire, c'est des gens qui ne sont pas forcément sur un périmètre d'action forcément très large, ou sur des métiers très spécifiquement éligibles à des traitements automatisés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a d'autres cas d'usage qu'on n'a pas évoqués parce qu'on ne peut pas être trop long, mais pour vous donner un peu des exemples, on a par exemple des assistants de direction qui sont complètement parlés du sujet, je pense notamment à une, que ceux qui travaillent avec moi connaissent bien, et qui est une espèce d'orly adopteur du gars, qui fait plein de choses, qui évangélise ses collègues, et qui va très loin dans la pratique. On a aussi des cas, ça représente plutôt le cas métier ou opportunité, on a des nouveaux services qui arrivent, et on n'a pas les ressources humaines et les ressources financières pour traiter. Alors, il faut trouver d'autres solutions. Ou on ne fait pas, ou on trouve d'autres solutions. Et là, on essaie d'apporter l'innovation, la technologie, l'IA pour compléter. Pour être moins abstrait, un exemple simple, c'est la modération automatique de contenu. On a beaucoup de services en ligne, bien, où les gens doivent remettre les pièces pour justifier qu'ils sont bien étudiants, qu'ils habitent bien à tel endroit, qu'ils ont telle caution familiale, etc. Aujourd'hui, jusqu'à présent, plutôt, tous les contrôles administratifs, comme ça, étaient faits manuellement, en fait, très manuellement. Maintenant, on est en train de déléguer cette tâche à l'IA, ce qui nous permet d'être plus efficace et d'apporter un service sans culture de temps. La personne à 3 h du matin, elle remplit son dossier, il y a le contrôle, tout va bien, tac, elle a son résultat, elle a sa carte sous domicile, elle a son certificat ceci ou cela, en direct automatiquement. Voilà. Peut-être que j'ai répondu imparfaitement à votre question. Et je me rends compte que je suis dérivé, comme souvent. Et voilà, il faut pas m'en vouloir, parce que je suis vieux, maintenant elle est fatiguée. Et la deuxième question, elle était celle de la mesure de la performance de l'IA, notamment de sa mesure d'un point de vue numérique responsable, mais pas seulement. Alors, pour être franc, et je parle sous le contrôle de mes collègues, je reconnais qu'aujourd'hui, on y va un peu, je ne dis pas à tâtons, mais on y va avec les méthodes qu'on peut commencer à mettre en place et imaginer, donc mesure du coût carbone estimé, du modèle qui tourne, qualité, nombre d'itérations qu'il faut produire, qualité du résultat, les besoins derrière d'un recrutement manuel. Mais on est aujourd'hui, alors peut-être qu'on ne les connaît pas, en tout cas moi je ne les connais pas, faute de normes en la matière, on y va comme ça, c'est-à-dire un peu à façon et sur mesure, en fonction, et chaque fois en retour. Alors c'est ça qui est un peu le défaut de la cuirasse, si on peut parler de cuirasse d'ailleurs, c'est plutôt enfin, c'est un peu le défaut de la méthode, c'est que chaque fois, on réinvente la poudre un peu. À chaque cas d'usage, il faut se reposer les mêmes questions et les traiter un peu différemment. Donc là, on manque peut-être, globalement, je veux dire au niveau national ou même européen, là, de méthodes qui nous permettraient d'être plus objectifs et plus efficaces dans la mesure de la performance de l'IA et de son opportunité aussi. Parce que ce n'est pas toujours la réponse. Bonjour pour vos interventions. Moi, j'ai une question pour Monsieur Berniaudeau. Vous avez parlé de mettre le niveau 1 care dans toutes les L2, c'est ça de l'activité. Je me demandais comment vous avez pu convaincre les responsables de diplôme d'intégrer ce module dans la formation, et est-ce que ça a été vraiment intégré dans la maquette avec des crédits attribués ou est-ce que c'était sur le volontariat? Comment s'est passée cette intégration? Merci. Je pense que les collègues qui participent sur les fonds, et puis la gouvernance, en fait, le dossier il a été porté déjà avec des financements pour faire. C'est-à-dire que pour arriver à ça, on a monté un projet dans le cadre de l'appel intégré, où on a réussi à avoir, on a budgété combien ça coûtait de faire tant de groupes TP, 15-17 étudiants en présentiel, multiplié par le nombre de qu'on avait.
Et puis derrière, on a les ressources financières pour déployer ça. On n'avait pas pour les 1, c'est pour ça qu'on a là. Les ressources financières qu'on a, c'est faire une session d'1 heure en amphi où on démystifie en l'IA. Pour le coup, on ne fait pas que de l'IA générative quand on le fait en L1. On leur montre vraiment que l'IA, au sens l'IA, ça existe quand même depuis quelques années, que si Jeff Hinton, il a eu le prix Nobel de l'année passée, c'est parce qu'il a développé des algos il y a quand même 40 ans en arrière. Donc on essaie de démystifier un peu tout ça. Et puis derrière, on a eu des financements. Alors, là, le plus dur maintenant, c'est de faire la formation. Les financements, les a, c'est de former tous les collègues formateurs. Donc sur les IUT, on n'est pas en retard, parce que comme on avait commencé avec l'UT, on a déjà tout déployé en L1 et L2, première et deuxième année, voire même on s'est permis de faire à nos étudiants de L3, ça sur des heures qui nous restaient dans les maquettes, pour justement qu'ils en profitent. Pour le reste, ça se déploie à travers toutes les composantes. Et là, Magali, avec son équipe, forme des formateurs pour arriver à déployer. Et le financement, il a été acté parce que la vice-présidence Sandrine Rousseau et puis Pierre Bordet ont monté un dossier et ont obtenu le financement pour pouvoir le faire. Effectivement, c'est une problématique entre, je pense, entre les établissements pour apprendre une terme, quelqu'un qui est donné un peu mise en timing, et puis je vous pose le sujet, de continuer la conversation après. On prend les deux questions et puis on répondra d'un coup. Alors, je vais prendre le micro, ce sera le Je commence par ma question. J'ai une question par rapport à l'équilibre entre souveraineté et IA frugale. Comment vous avez réussi à répondre à cette question, en sachant que, en général, un déploiement souverain, on-prem, de modèles d'IA vont être beaucoup plus coûteux que des appels endpoint sur des hyperscalers ou des Gemini, etc. Comment vous arrivez à faire trouver cet équilibre entre déployer une IA un peu frugale en sachant qu'elle va consommer en moyenne à peu près 20 fois plus une IA déployée par Gemini, par exemple. Bon, le papier de Gemini de cet été vaut ce qu'il vaut, mais ils ont quand même des optimisations beaucoup plus fortes que la partie open source déploiement. Mais voilà, on garde cet aspect souverain, etc. Et bonjour. Donc, ma question, c'est par rapport au pôle IA. Je voulais savoir si le pôle a déjà répondu à des appels à projets. Si oui, comment cela s'organise avec les membres du pôle? Puisque vous publiez l'appel à projet, les personnes se manifestent, ou bien il y a une autre démarche à suivre. Alors, peut-être pas juste pour répondre à la première, puis après, voilà. Alors, je les appelle. Alors, en fait, il faut bien voir que le pôle, c'est une entité qui fédère des membres qui, eux, appartiennent à des laboratoires de recherche. Donc, nous, on fait au mieux pour diffuser et aider les collègues, mais quand on répond à des appels de type ANR, TSIA, type projet européen on a répondu sur des modèles explicables, par exemple, on ne le fait pas encore sous l'égide du pôle qui n'a pas de structuration au sens d'un laboratoire de recherche. Donc là, le pôle il est plus là pour fédérer, aider les collègues. Mais par contre, quand on dépose à l'instant T des projets, on le fait, sous le nom de notre employeur principal, c'est l'Université Bourgogne Europe, / après l'entité de recherche à laquelle on appartient. Voilà. Peut-être la métropole, la région de la structuration de réalité de souveraineté. Voilà, juste un mot. Et après, il faudrait qu'on manger. La question, c'est la frugalité. Donc, oui, la question est bonne, bien sûr. Je vais répondre simple, on pourra échanger avec vous si vous voulez. Nous, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas une voie univoque. On n'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. On essaie de trouver la solution la plus optimale en fonction du cas du fait à traiter et des considérations diverses. Oui, la souveraineté, ou plutôt, moi je préfère parler de confiance, est un sujet important, et de plus en plus compte tenu du monde dans lequel on vit. Mais pour l'instant, nous, on s'interdit. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'usage qu'on ira traiter dans des hyperscales, alors je ne le cache pas. Et quand on peut, on les fait tourner on-prem sur des modèles différents. Et pourquoi pas demain,
j'ai un peu tourné la main dans cette direction-là, d'ailleurs, tout à l'heure. Hein. Pourquoi pas demain partager ensemble, enfin, travailler sur le territoire, partager des capacités de calcul qui seraient. C'est ça la règle. Pour l'instant, nous, c'est ça. On n'a pas une voie unique et on essaie de trouver le meilleur équilibre. Juste pour ajouter, effectivement, moi je partage complètement la diversité des solutions possibles en fonction des cas d'usage demandés. On échange avec des startups locales qui ont cette approche-là, qui permettent de faire tourner des modèles sur des postes locales ou locaux, etc. Et voilà. Et puis après, il y a la question de la mutualisation. Et peut-être pour finir, on a une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle qui a aussi vocation à mutualiser un ensemble d'éléments. Il a peut-être entendu parler de c'est mon IA, mais c'est une façon aussi peut-être de maîtriser la frugalité, en tout cas en mutualisant un ensemble de services. Moi, je pense qu'effectivement, si chacun reconstruit dans son environnement les mêmes outils, on ne gagnera pas en frugalité. Hein. Donc, on a cette dimension-là. Et puis CARE est aussi une illustration de ça, parce que vous appuyez sur des modèles, sur des IA qui ont été déployés et construites spécifiquement pour ça. Donc, on a à adapter les outils, les technologies en fonction des besoins. Et puis, juste pour finir, le numérique responsable, ce n'est pas seulement l'empreinte écologique, hein, c'est aussi tout. La responsabilité par rapport aux données qu'on exploite, par rapport aux modèles qu'on exploite, enfin, c'est vraiment très large. Et c'est vrai qu'on se focalise souvent sur la consommation de ces outils-là, mais on a aussi besoin de savoir ce que se fait en termes de charge cognitive de ces outils-là. Enfin voilà, c'est aussi ça le numérique responsable, c'est pas seulement la partie technologique. Merci pour vos interventions et pour votre dynamique sur le territoire sur le sujet lié tout ce qui est en train de construire. Donc, on a hâte de vous entendre à la prochaine AG aussi pour avoir la mise à jour. Voilà, on voit qu'il y a eu l'évolution déjà depuis ces années, donc on est assez de voir la suite. Merci à vous. J'invite les intervenants de l'après-midi à descendre pour 5 petites minutes pour faire un petit pitch rapide voilà, pour vous présenter un petit peu les interventions de l'après-midi avant la photo et le déjeuner. C'est promis.